Bonjour à tous, c'est Sylvia Micone pour Impact Positif. Depuis le début du confinement, petit changement, plus de face à face avec nos invités. Vous l'entendrez, les enregistrements auront lieu par téléphone. Le principe, lui, ne change pas. Au contraire, il s'amplifie durant cette période si particulière et prend tout son sens. Donner la parole à ceux qui contribuent à trouver des solutions et à les faire circuler pour réduire les inégalités, mieux vivre ensemble, mieux produire, mieux consommer et surtout protéger le vivant, la planète. Ils sont entrepreneurs, scientifiques, étudiants, artistes ou simples citoyens. Je veux comprendre leur démarche, qu'est-ce qui les a fait bouger, quels sont leurs conseils, que veulent-ils transmettre. Car dans Impact Positif, nous pensons que tout le monde, à son échelle, peut faire bouger les lignes et ça commence évidemment avec vous. Merci infiniment de nous suivre pour cette deuxième saison. J'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert en 10 ans avant, quand on parlait du Made in France en 2009, personne ne nous écoutait. Il n'y avait pas eu encore ni le ministre qui portait la marinière, ni le ski français, ni le Covid. Et finalement, le facteur accélérateur de tout ça, c'est une crise, et c'est cette crise sanitaire. À cause de cette crise, on prend conscience des limites de ce modèle-là et on prend conscience qu'il faut accélérer et se mettre en action. Parce qu'on a chacun en nous, avec notre pouvoir d'achat, on peut influencer les choses et changer le monde de l'intérieur, c'est ça. Utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser une économie plus locale, plus circulaire, plus inclusive et donc plus soutenable. Sinon, on va dans le mur. Entrepreneur à mission avant l'heure, avant la loi Pacte, bref, avant tout le monde, Emery Jacquia est l'invité parfait pour parler du monde d'après. Il y est déjà depuis un certain nombre d'années avec la Camif, son entreprise certifiée B Corp depuis 5 ans. Hommage à un visionnaire qui a su tenir bon. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets Impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le, notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 12, Andiamo. Emery Jacquia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer à Impact Positif. Vous êtes le PDG de la Camif que vous avez reprise il y a plus de 10 ans pour en faire une des premières entreprises à mission en France. La Camif, ce sont des produits et services en ligne pour la maison. Votre particularité, vos produits sont made in France, ils sont durables, avec des relations équilibrées avec vos fournisseurs et une grande implication de vos salariés. Vous avez décroché le label B Corp depuis 5 ans. On va voir tout cela en détail, ce qui fait de vous un pionnier, en quelque sorte, des entreprises innovantes socialement et d'un point de vue environnemental aussi. Mais tout d'abord, comment vivez-vous ce confinement, Emery Jacquia? Comment allez-vous? Chaque matin, quand je me réveille en bonne santé, que je vois que ma femme l'est aussi, mes enfants aussi, et que tous mes employés sont en bonne santé, je me dis que je suis un homme heureux et que j'ai beaucoup de chance. Donc, je le vis d'abord très bien. J'aurais pas imaginé que la signature de la Camif, qui était Changeons le monde de l'intérieur, prenne autant de sens, à vrai dire, avec ce confinement. Mais effectivement, je pense que c'est une expérience complètement unique et dans l'histoire de l'humanité, que l'on vit tous collectivement, partout sur la planète en même temps, qui peut-être aussi a un chemin pour se remettre en question sur les choses et les choix importants qu'on fait dans sa vie. Et bon, alors donc ça a été d'abord les 2 premières semaines du confinement, comme tout le monde, je crois, une phase un peu de sidération et d'organisation un peu en mode gestion de crise. Donc on n'a pas échappé. On précise quand même aux auditeurs qu'on devait normalement se rencontrer le 16 mars pour faire ce podcast de visu. Donc ça n'a évidemment pas été possible. Donc nous voici par téléphone pour le faire véritablement. Voilà. C'est ça, parce que dès le 16 mars, on a mis tout le monde en télétravail chez Camif. Donc tous nos collaborateurs on avait anticipé par chance la semaine d'avant, surtout les ordinateurs portables de tout le monde. On avait équipé tout le monde pour accéder aux outils à distance, avec le réseau social de l'entreprise, avec la visio, et on est devenu en 48 heures des experts du digital. Moi, j'ai été impressionné, frappé, à quel point on s'est tous saisi tous ces nouveaux outils et on se les a appropriés assez rapidement, tous ces nouveaux outils. Donc, ça a été 2 semaines vraiment complexes de gestion de crise, parce que, vous l'avez dit, Camif est engagé sur le Made in France. On travaille avec une centaine de fabricants français. 90% d'entre eux ont fermé dès la première semaine. Donc, ça a été très compliqué pour nous de mettre à jour sur le site internet
les délais. Il y a eu beaucoup d'ajustements aussi sur les transporteurs avec qui on travaille, des zones et des départements qu'on ne livrait plus. On a mis en place la livraison sans contact pour pouvoir livrer quand même, continuer à maintenir des flux de livraison, mais dans de bonnes conditions de sécurité pour tout le monde, que ce soit pour les transporteurs, les livreurs et évidemment pour les clients. Et tout ça, ça a été 2 semaines vraiment de gestion de crise où je crois que non-stop au téléphone ou en visio pendant 2 semaines, c'était l'ajustement permanent. Et puis je crois que depuis 3 semaines, là, on est en train de rentrer dans cette phase de confinement, on s'habitue, on l'accepte et ça nous invite aussi à repenser nos choix personnels en tant que citoyen, en tant que consommateur, à prendre davantage soin de nos intérieurs et puis l'avantage et la résilience du modèle Camif, entreprise à mission, c'est d'abord parce qu'on est évidemment 100% Internet, une résilience parce qu'on est resté ouvert là où on a beaucoup, évidemment, tous les magasins ont fermé, donc ça c'est évidemment une résilience forte, mais le choix et les engagements qu'on porte depuis 10 ans sur le local, sur le durable, prennent un sens encore plus fort pendant cette période de crise. Je crois que tout le monde a pris conscience qu'on arrivait aux limites et au bout d'un modèle. Il faut changer nos habitudes, notre façon de consommer, se poser davantage la question. On vit aussi, il me semble, une expérience collective de déconsommation. On se rend compte qu'on peut acheter moins en étant tout à fait heureux, mais qu'on peut aussi acheter Vous ne parlez pas de décroissance, vous parlez de déconsommation. Oui, je pense que dans les tendances de fond qui étaient déjà là, un peu avant la crise du Covid, on consomme moins et du coup on consomme mieux. On consomme moins, on achète moins de produits superflus, on achète plus d'occasions, et du coup ça nous libère du pouvoir d'achat pour pouvoir consommer mieux, c'est-à-dire privilégier des produits de meilleure qualité, fabriqués plus près de chez nous et dans le respect du développement durable. Et c'est ça qu'offre la Camif depuis 2009, depuis notre relance. Et on va en parler d'ailleurs. On va en parler. On va en parler. Mais d'abord, je voudrais simplement que vous me disiez si vous aviez, vous, agi concrètement pour lutter contre le coronavirus au niveau de votre entreprise ou peut-être même individuellement. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont multipliées ces dernières semaines. Est-ce que vous en faites partie aussi ? Alors, nous, on a mis d'abord les mesures de base, c'est le télétravail pour tout le monde. Ensuite, on travaille, nous, sur un plan de solidarité vis-à-vis de notre écosystème de fabricants français, parce que on pense que la crise va être longue. On retrouvera sans doute pas les mêmes niveaux de consommation après crise, et on a un enjeu, c'est de maintenir ces fabricants français avec qui on travaille. Et donc, on a bâti un plan de relance et de solidarité pour les fabricants français avec, pour l'instant, 7 actions qu'on a déjà commencé pour certaines d'entre elles à mettre en application pour soutenir les fabricants, même s'ils ont fermé, mais aussi ceux qui sont en train de réouvrir, pouvoir les alimenter avec des commandes, parce que malgré tout, il faut quand même se dire, l'économie, à un moment donné, et surtout au moment où les consommateurs sont prêts à acheter davantage des produits français, locaux, il faut que les entreprises, les fabricants français, tiennent le choc. Et pour nous, on concentre notre énergie sur, pendant cette crise, penser l'après-crise et accompagner la sortie de crise des fabricants avec un plan de solidarité qui consiste à doper les commandes pour nos fabricants français, à, par exemple, réduire nos délais de paiement. On a réduit de 10 jours tous nos délais de paiement avec les fabricants français dans cette période où la trésorerie pour les PME, pour les TPE, elle est quand même très critique. Et puis, on est en train de réfléchir sur d'autres mesures à plus long terme pour pouvoir accompagner nos fabricants dans cette sortie de crise. Après, dans notre écosystème, on a énormément de fabricants qui ont réorienté les productions, même s'ils ont fermé leur production traditionnelle, sur la production de masques, de blouses, sur du don. Alors nous aussi, on a été sollicités et on a répondu à tel hôpital qui voulait équiper ses chambres de repos avec des canapés pour pouvoir livrer des canapés et offrir des canapés lits à des espaces où les soignants pouvaient se reposer. La FUMA, qui est un de nos partenaires, a fait la même chose avec des fauteuils relax dans lesquels on peut se reposer et pour les personnels soignants.
et tous nos industriels dans le textile, que ce soit ceux dans les Vosges ou dans le Nord, ont tous mis leur outil de production à disposition de la fabrication de masques et de matériel pour les soignants. Donc, on le voit partout, un élan de solidarité, mais au-delà de ce premier niveau, je dirais, c'est aider pendant la crise, faire ce qu'on peut faire pour aider le personnel soignant. Et ça, il y a pensé aussi dès maintenant à l'après-crise, parce que ma conviction, c'est que ça va être long et ça va être dur. Et c'est là où la Canif doit faire preuve de résilience et de solidarité avec l'ensemble de son écosystème, parce que pour nous, la solidarité, c'est même pas une question, quoi. C'est une obligation. Alors, Aymeric Jacquat, vous disiez il y a quelques mois à La Croix, je me définis comme un entrepreneur à mission qui entreprend le changement du monde qui vient. Est-ce que depuis cette crise sanitaire, quelque chose a changé pour vous ? Ou vous êtes conforté dans toutes vos convictions que vous portez effectivement depuis plus de 10 ans ? Ce qui a changé, c'est l'écoute. Et c'est l'attention qu'on a. J'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert pendant 10 ans avant, quand on parlait du Made in France en 2009, personne ne nous écoutait. Il n'y avait pas eu encore ni le ministre qui portait la marinière, ni le slip français, ni le Covid. Et finalement, le facteur accélérateur de tout ça, c'est une crise. Et c'est cette crise sanitaire. Et cette crise sanitaire met en lumière nos fragilités, les fragilités du monde d'avant, la dépendance, la mondialisation sur des produits aussi essentiels que les médicaments, mais aussi, on l'a pas vu, parce que c'était assez sournois, ça s'est fait sur 20 ans, mais dans l'industrie sur laquelle on est, qui est l'industrie de l'ameublement ou du textile maison, on a perdu 20 000 emplois en 20 ans. Alors ça n'a jamais fait la une des journaux, parce que sur des petites entreprises qui ferment, mais chaque année on a des fournisseurs qui ferment. Et là, de se dire, enfin, à cause de cette crise, on prend conscience des limites de ce modèle-là et on prend conscience qu'il faut accélérer et se mettre en action parce qu'on a chacun en nous, avec notre pouvoir d'achat, on peut influencer les choses et changer le monde de l'intérieur, c'est ça. C'est utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser une économie plus locale, plus circulaire, plus inclusive, et donc plus soutenable, parce que sinon on va dans le mur. Et donc tout l'enjeu du plan de relance, c'est de faire en sorte que c'est de bâtir ce monde d'après dans notre filière, c'est ce qu'on s'attache à faire, pour que consommation et production soit plus locale, plus durable, et c'est au cœur de notre mission. Et c'est vrai que c'est ce que vous dites quand même, vous, depuis effectivement plusieurs années. Vous dites que vous prêchez dans le désert. Une économie plus locale, plus inclusive, plus circulaire. Donc la crise sanitaire qu'on vit actuellement nous le fait constater encore plus. Est-ce que vous faites partie de ces gens optimistes ? Alors, je sais que vous êtes quelqu'un d'optimiste, mais est-ce que vous vous dites, ça y est, c'est l'occasion pour les entreprises d'amorcer un grand virage, pour celles du moins qui ne l'ont pas encore entamé ? Ou est-ce que vous vous dites quand même qu'il y a le risque aussi d'un retour en arrière ? Alors moi, j'ai eu, au moment où je vous parle, je suis devant un petit tableau, j'ai fait le ménage chez moi, donc j'ai des petites choses qui sont au pied de mon bureau, et on m'avait remis le prix de la culture du rebond. C'est le trophée de l'optimiste qui m'a été décerné en 2018. Ouais, c'est assez amusant que vous disiez ça, mais oui, je suis convaincu que cette crise va être un facteur accélérateur pour la transformation des entreprises. Et je ne crois pas du tout qu'on va revenir au monde d'avant ou encore pire. Si je prends les dernières déclarations du MEDEF, il faut faire sauter toutes les normes environnementales pour favoriser une reprise rapide. Oui, ça justement, j'allais vous poser la question. L'État va aider les grandes entreprises sans contrepartie. Est-ce que ça vous choque ? On apprend même effectivement, comme vous le dites à l'instant, que certaines entreprises cherchent à pousser le gouvernement et Bruxelles à revoir même leur réglementation et notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Je pense qu'ils n'ont rien compris. Je pense que ces grandes entreprises n'ont pas compris les aspirations profondes et les transitions qui sont à l'œuvre, qui étaient à l'œuvre déjà avant la crise. Et c'est inquiétant, parce que là, c'est quand même le MEDEF qui parle. Donc le MEDEF regroupe quand même un très très grand nombre d'entreprises. Si le MEDEF dit ça, ça veut quand même dire qu'on est quelque part un peu mal parti.
Oui, mais vous savez, le MEDEF peut dire des choses et on n'est pas. Et moi, j'ai vu des MEDEF territoriaux qui disaient exactement l'inverse. Des déclarations fracassantes du MEDEF de jeudi dernier. Non, je crois que là, pour le coup, not in my name. J'ai beau être chef d'entreprise, je ne me reconnais pas du tout dans ces déclarations-là. Et oui, je crois qu'il faut véritablement accrocher au plan de relance un plan de transformation et donc des engagements d'entreprise. Et moi, je le vois parce que je suis également président d'une association qui est celle de la communauté des entreprises à mission, Tout à fait. qui accompagne depuis 2 ans des dirigeants dans ce chemin de transformation qui est long. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Changer nos pratiques, changer notre chaîne d'approvisionnement, ça prend du temps. Mais ce qui est important, c'est la dynamique et c'est le mouvement. Et donc, nous, on accompagne des dirigeants qui se sont saisis de la loi Pacte, et notamment de la possibilité d'inscrire dans leur statut une mission qui va au-delà de juste partager le profit entre actionnaires, mais une mission qui a un impact positif pour la société, sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux, et surtout qui se re-questionnent sur véritablement le sens qu'on peut donner au projet d'entreprise et en quoi, avec l'entreprise, on peut transformer le monde, en quoi on peut être véritablement utile face aux défis et aux enjeux que l'humanité a devant elle, qui sont des enjeux colossaux. Les problèmes de biodiversité, les problèmes de climat, on n'y arrivera pas si les entreprises ne s'engagent pas. Et je crois que la crise qu'on vit là n'est que malheureusement peut-être un petit avant-goût des drames futurs si on n'agit pas aujourd'hui. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Nous, c'était en 2017, la première année où on a boycotté Black Friday pour dénoncer la surconsommation et ses effets négatifs, et pour inviter les consommateurs à prendre du recul, à réfléchir un peu plus à leur acte d'achat, aux conséquences qu'il peut avoir, et à se rendre compte qu'on peut consommer moins, qu'on peut consommer mieux, qu'on peut faire plus de choses soi-même, qu'on peut en réparer, et qu'on peut relocaliser nos achats, et que ça, c'est un modèle qui a de l'avenir et qui est positif. C'est pas un modèle de déconsommation où tout le monde va devenir malheureux, etc. Non. Exactement, parce qu'il faut préciser que la Camif est rentable et que vous avez même une croissance à 2 chiffres, donc ça fonctionne pour vous, même si vous le dites, ça c'est pas fait non plus du jour au lendemain. Vous parliez à l'instant du Black Friday, c'est vrai que c'est un de vos coups d'éclat aussi, ça fait plusieurs années que vous le faites, vous fermez votre site le jour du Black Friday, alors ça pèse quand même sur vos comptes, mais comme vous le disiez à l'instant, c'est cohérent avec vos valeurs. Oui, on a fait cette première opération de boycott du Black Friday, c'était en 2017. On avait une semaine avant inscrit dans nos statuts la mission de la Camif, qui est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer des nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation, parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle. La preuve aujourd'hui, et qu'il faut réinventer notre économie pour qu'elle soit plus soutenable. Et donc, ça nous semblait juste incohérent, complètement incompatible avec faire le Black Friday comme tout le monde. Donc, on a décidé, ce jour-là, il y a maintenant 3 ans, de fermer notre site. Ce jour très particulier, qui est un jour sombre pour la planète et qui illustre vraiment les dérives de la surconsommation où on débranche le cerveau des gens pour qu'ils achètent des produits dont ils n'ont pas besoin. Donc, pour le coup, nous, on invite à prendre du recul, à découvrir les modes alternatifs, réparer, consommer moins, faire soi-même, et à libérer et à retrouver de la maîtrise de notre pouvoir d'achat pour le flécher sur l'économie locale, parce que c'est juste aberrant de penser qu'on a aujourd'hui des fabricants en France et qu'on va acheter des produits qui viennent, dont la matière première vient d'Europe, part en Chine et revient en France. C'est juste aberrant, quoi. Et donc ça... voilà, donc oui, c'est la 3e année, l'année dernière, c'était la 3e année consécutive où on a fermé notre site. Et ma fierté, et c'est là où je sens que les signaux faibles, ou les signaux qui étaient faibles en 2017 sont forts aujourd'hui. En 2017, quand on a fait ça, on était largement incompris. Et on était tout seul. Bon. Et puis, en 2019, on a eu plus de 1000 sites qui ont boycotté Black Friday. C'est carrément devenu un mouvement, on va dire, cette année. C'est devenu un mouvement d'entreprises qui ont compris que si demain on veut exister, si dans 10 ans on veut être là, il faut que l'entreprise s'engage. Et ça, je crois que les citoyens attendent ça des entreprises. Ils ont raison. Ils ont raison d'être exigeants vis-à-vis de l'entreprise, du rôle qu'elle a pour transformer la société, parce que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Et donc, ces citoyens, ils sont consommateurs, mais ils sont aussi collaborateurs. Et quand on regarde les jeunes aujourd'hui,
qui sortent des écoles. Ils veulent rejoindre une entreprise qui font sens et qui s'engagent et qui sont capables. Et probablement, c'est ça, les entreprises du XXIe siècle seront celles qui seront capables de prouver leur utilité pour la société. Et donc, prouver son utilité, c'est d'abord se doter d'une mission qui fait sens, qui a un impact positif pour la société, sur des enjeux sociaux, environnementaux, et c'est être capable de montrer quoi l'entreprise contribue, à quoi elle contribue, sur quel objectif elle s'engage concrètement, et puis être capable d'évaluer. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs devenu Bicorp, nous, en 2015. C'est un référentiel où il y a 200 questions qui adressent toute la performance extra-financière globale de l'entreprise. À refaire tous les 2 ans. À refaire tous les même 3 ans maintenant, je crois. Tous les 3 ans. Et effectivement, c'est un label qui est assez exigeant parce que quand vous regardez les 200 questions, en fait, en découvrant juste le questionnaire, vous dites, ah oui, ça, on pourrait le faire. Vous avez fait, par exemple, conscience, le choix d'une banque pouvait rendre mon entreprise plus ou moins contributive sur les enjeux de l'économie locale. Alors, vous dites justement, pour vous, les crises, ce sont des moments finalement extraordinaires. C'est ce que vous aviez dit aussi après les Gilets jaunes. Vous, d'ailleurs, avec Matelsum, votre première entreprise, vous aviez aussi souffert d'une crise, c'est celle des grèves de 95. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette crise ? C'était ma première crise d'entrepreneur, j'avais 23 ans à l'époque, je venais à peine de monter ma boîte et j'ai eu 2 mois d'arrêt complet d'activité parce qu'on ne pouvait plus livrer, on ne recevait plus de chèques par la poste, on ne pouvait plus prendre des transports en commun, le pays était bloqué pendant 2 mois. Et à ce moment-là, en fait, mon opportunité, parce que dans toute crise, il y a un danger, celui de disparaître à cause de la crise, mais il y a aussi des opportunités. Et à l'époque, mon opportunité, ça a été qu'on a pu utiliser le métro pour communiquer à des prix très bas parce qu'il n'y avait plus de métro qui circulait. Donc j'ai acheté 1000 panneaux, j'ai fait le mannequin sur mes propres affiches pour changer de matin n'est plus un cauchemar, c'est l'accroche de Matelsum. Et on a eu la chance que les métros repartent en janvier 2096 avec toutes nos affiches dedans. Moi, jeune entrepreneur, j'aurais pu me payer cette campagne-là. Et on est resté 10 ans dans le métro. Mais j'aurais jamais essayé le métro si j'avais pas eu cette opportunité-là. Donc quelque part, je pense que dans toute crise, et c'est le propre de tout entrepreneur, c'est de voir dans toute crise les opportunités. Aujourd'hui, cette crise qu'on vit, qui est une crise mondiale, unique dans l'histoire de l'humanité, c'est une opportunité majeure, il ne faut pas rater, de transformer en profondeur nos entreprises, nos organisations, pour les rendre véritablement utiles face aux enjeux qui sont devant nous, qui sont des enjeux environnementaux au niveau du changement climatique et de la biodiversité, qui sont inédits et majeurs, et qui risquent de mettre l'humanité dans des positions beaucoup plus difficiles que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc on imagine l'impact d'un changement climatique de 3-4 degrés au lieu de 1 ou 2 degrés. Ça n'a rien à voir. Ce pas les mêmes scénarios. Les scientifiques nous disent si on veut maintenir une économie et des démocraties, aller jusque-là, il faut que les entreprises s'engagent aujourd'hui. Et c'est ça à quoi doit nous servir cette crise qu'on vit aujourd'hui, c'est prendre ce recul, ce temps de confinement, il doit nous interroger sur comment, en sortie de crise, je peux rendre mon entreprise plus utile pour la société. En quoi je peux maintenir des emplois localement, des savoir-faire, comment je peux rendre mon mode de production plus durable, comment je peux contribuer aux enjeux du dérèglement climatique, comment mon entreprise s'engage-t-elle concrètement à ça. Parce que si je suis capable de montrer mon utilité pour la société, demain, ce sera la condition pour faire du profit. Et donc, le levier de performance économique, il sera social et environnemental. Alors vous, en tout cas, vous êtes un entrepreneur du changement, c'est aucun doute là-dessus. La CAMIF est une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'elle met au cœur de son modèle la résolution d'un enjeu social ou environnemental. Vous nous l'avez expliqué, elle prend en compte les intérêts de l'ensemble de ses parties prenantes. Un exemple, vous travaillez avec 137 fabricants français, vous réalisez 73% de votre chiffre d'affaires avec ces fabricants. Votre impact social, il est là. Pour un emploi à la CAMIF, vous avez 14 emplois en France. Ça, c'est un exemple éclairant de ce qu'est une entreprise à mission, de ce que vous êtes. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner ? J'ai des exemples, j'en ai qui sont liés en fait à nos engagements. On a 5 engagements qui ont été pris au regard de notre mission.
il y en a un qui est assez ambitieux, qui est de faire de l'économie circulaire notre standard. Et donc, quand on fait... et ça, c'est un engagement qu'on a pris au regard de la mission en 2017. Ça nous invite aujourd'hui à revisiter entièrement tout le catalogue d'offres de la CAMIF pour se dire en quoi ce produit participe à cette économie circulaire, donc en quoi il est moins gourmand en ressources, en quoi il est pensé pour être recyclé à sa fin de vie, comment il intègre davantage de composants recyclables. Et donc, on a lancé un projet qui s'appelle CAMIF Édition, qui donc a vocation, avec des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants français et des consommateurs, à réinventer l'offre, voilà, et à la rendre soutenable. Et ce qui est un beau projet, parce qu'en fait, ça engage toute la filière dans cette dynamique qui est plus soutenable. Parce que, en fait, l'enjeu, c'est que l'économie qu'on est en train de construire aujourd'hui, elle participe à l'économie de demain et d'après-demain. Que nos petits-enfants puissent vivre dans un monde vivable. Oui. Et pour ça, il faut changer nos pratiques aujourd'hui. Voilà. Alors nous, on le fait à notre humble niveau et à notre petite échelle dans notre secteur, mais toute entreprise peut engager une transformation profonde qui a des impacts sur toute sa chaîne, sur toute sa filière. Quand on demande à nos fabricants de nous indiquer l'origine des principaux composants du produit, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine, qu'on affiche ça sur le site internet et qu'on donne la clé au consommateur de choisir un produit fabriqué localement dans le respect du développement durable et dont les composants sont issus de circuits courts, eh bien ça, quand le consommateur a l'information, il s'en saisit et il l'utilise. Et donc, c'est une façon de changer le monde. Je pense que tous, chacun à notre échelle, on peut être des acteurs de ce monde à venir. Et je crois bien. Alors, Emery Javaquia, comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de devenir un entrepreneur du changement ? Pourquoi avoir décidé de suivre, finalement, avec la CAMIF, un autre chemin ? Disons que moi, j'ai vécu une expérience personnelle avec la reprise de CAMIF qui a été assez majeure. C'est-à-dire que j'ai décidé de quitter Paris, d'aller m'installer à Niort, de relancer la CAMIF dans son berceau historique. Et j'ai compris, au moment, c'était en 2008, il y avait eu la faillite de la CAMIF historique, c'était la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France. C'est ça que ça vous dit la CAMIF. Et j'ai compris à ce moment-là, d'abord qu'une entreprise qui disparaît, ça fait beaucoup de tort au territoire, aux familles, sur un territoire, ça fait du tort à tout l'écosystème. Et que la seule façon d'avoir une chance de réussir dans ce projet qui était assez ambitieux et audacieux de relancer la CAMIF, parce que j'étais persuadé que malgré tout, il y avait quelque chose à faire pour construire un acteur différent sur le secteur de l'équipement de la maison. Ça faisait du sens d'avoir un acteur qui prône une consommation plus locale et une production plus locale. Mais j'étais persuadé que du coup, si on voulait y arriver, il fallait qu'au cœur du projet, on mette un impact positif. D'abord pour le territoire, donc on a ouvert un centre de relations clients à Niort. C'est tout à fait contre la tendance. À l'époque, tous les centres de relations clients partaient à l'étranger parce que c'était moins cher. On a ouvert un centre logistique, on a mis en place une formation e-commerce à Niort, on a repris d'anciens de la CAMIF, bien sûr, et donc on s'est attaché à avoir un impact positif pour le territoire, sur les emplois à Niort. Puis ensuite, la seule façon de réengager des fournisseurs qui ont perdu de l'argent au moment de la chute de la CAMIF, c'était de dire ok, nous on va miser justement sur le Made in France, sur vos savoir-faire. Et donc l'impact positif a guidé nos actions. Et sans avoir mis ce sujet de l'impact positif au cœur du projet, j'aurais pas pu tout simplement faire le projet parce qu'on n'aurait pas eu le soutien des fabricants, on n'aurait pas eu le soutien à l'époque, il y avait eu en 2008 la crise financière, et c'est arrivé à ce moment-là aussi. J'ai vécu que des moments que des moments de crise qui à chaque fois ont été des opportunités, mais à ce moment-là, en pleine crise financière, il fallait nous lever beaucoup d'argent pour pouvoir et trouver des financements pour pouvoir faire le projet CAMIF. Si dans le contexte où il y avait eu la faillite des Lehman Brothers et puis et la crise financière mondiale, on a réussi à convaincre des banquiers de nous suivre, c'est parce que on a eu le soutien de la région et de la communauté d'agglo de Niort qui ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. Un peu comme aujourd'hui l'État garantit avec son PGE les prêts aux entreprises. Et s'ils ont garanti à l'époque, en 2008-2009, nos emprunts, parce qu'ils ont compris que notre projet aurait un impact positif pour le territoire. Donc, tout simplement, sans impact positif au cœur du projet, il n'y avait pas de projet. Et on ne pouvait pas financer. Voilà. Et
Donc cette conviction, elle m'est apparue comme une sorte d'évidence dès 2008, dès 2009, dans la construction même du projet de relance de Canis. Est-ce que ça vous a aidé dans votre vie d'entrepreneur d'avoir vous-même un papa qui a été patron d'une grande entreprise, en l'occurrence Pernod Ricard? Est-ce que ça vous a donné envie? Qu'est-ce que ça a semé chez vous finalement? Pour moi, ça a semé d'abord l'envie d'être autonome et indépendant et de devenir entrepreneur, parce que j'ai vu mon père qui a entrepris le développement du groupe Pernod Ricard. Il est arrivé, il était DG du groupe au moment de la fusion entre Pernod et Ricard, qui étaient deux PME familiales, et il a transformé deux PME familiales qui sont fusionnées en un groupe mondial avec Patrick Ricard. Ils ont été les deux à l'œuvre du développement de ce groupe. Et toujours dans le respect de la culture de chaque entreprise. Ils ont fait une croissance externe très forte, ils ont racheté des entreprises dans différents pays, toujours en s'appuyant sur la culture des PME locales et en maintenant les savoir-faire et les équipes en place. Et je trouve que il y a un côté humain dans ce groupe que j'ai sans doute qui m'a inspiré surtout. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes rentable avec un taux de croissance à 2 chiffres. Vous aviez un objectif, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours le même aujourd'hui, détrôner Ikea d'ici 2040. Est-ce que c'est une boutade ou est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous avez encore envie de ça aujourd'hui? Non, c'est pas une boutade. Quand j'ai lancé ça il y a aussi 5 ou 6 ans dans l'entreprise, les gens m'ont dit bon, il est fou, il se tombe sur la tête. Et j'ai dit non, mais si vous y croyez pas, il faut pas rester, parce que oui, si on l'a pas fait en 2040, c'est qu'on a raté le projet et que il y a un problème parce que il faut que la consommation soit relocalisée, il faut que l'économie soit plus circulaire, et ce modèle qui a consisté à aller chercher plus loin, moins cher et à tout mettre à plat jusqu'au meuble même, il a montré ses limites et il faut réinventer un nouveau modèle. Et Canis est ce nouveau modèle. Et bon, il se trouve que pendant la crise, on a réussi avec 20 ans d'avance notre objectif, puisque depuis la crise du Covid, on peut le dire, mais là, pour le coup, sous forme de boutade, on a dépassé Ikea pendant 5 semaines. On espère que durablement, oui, en 2040, on aura atteint cet objectif. Ouais. Ça sera bon signe. Je vous le souhaite en tout cas. Imre Jacquet, vous partagez aussi beaucoup votre expérience avec d'autres entrepreneurs. Transmettre, c'est important pour vous? Oui, je pense qu'on a tous une part on peut tous chacun à son niveau transmettre, donner envie, inspirer. Moi, effectivement, je participe à beaucoup je témoigne beaucoup en tant que dans des réseaux d'entrepreneurs et je pense que ce témoignage montre que c'est possible d'allier mental positif et performance économique. C'est un message qui est clé qu'il faut délivrer aux chefs d'entreprise. Il me semble, de mon ressort, et puis avec mes responsabilités de président de la communauté de l'entreprise à mission, l'idée de partager entre dirigeants ce chemin qui est exigeant, mais qui est sincèrement passionnant aussi, parce que c'est un chemin de transformation de l'entreprise, mais aussi des dirigeants, de prise de conscience qu'on a tous une responsabilité, un rôle à jouer, et que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ce ne sera pas dans un temps, c'est maintenant. Alors Imre Jacquet, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic et c'est parti. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde d'après? De prendre une semaine au vert et de réfléchir avec son équipe ou avec quelques personnes de son écosystème au sens qu'ils veulent, au sens à donner au projet, pourquoi on le fait et à quoi ça va servir et en quoi ça répond à des enjeux actuels de société. Quel conseil auriez-vous aimé avoir, vous, au début de votre carrière? En fait, je suis content parce que je n'en ai pas eu trop. J'ai eu la chance de démarrer très jeune. Et honnêtement, le seul conseil que je donnerais, c'est d'être persévérant parce que ça paye. La persévérance, ça paye. Et l'entrepreneuriat, c'est un chemin où c'est long, c'est difficile, on traverse des épreuves. Mais quand on croit à son projet, quand on sait au fond de soi que ce qu'on fait, c'est bien, il faut être persévérant. Et je dirais l'autre conseil important, c'est d'être bien entouré et
en particulier d'avoir dans sa famille des supporters du projet, parce que c'est pas toujours facile. Et moi, je remercie toujours ma femme de m'avoir suivi dans mon aventure entrepreneuriale dès notre plus jeune âge, j'allais dire. Mais voilà, ça fait 25 ans que je suis chef d'entreprise et ça n'a pas toujours été facile. Et si j'avais pas eu le soutien dans le moment difficile de ma femme et de ma famille, ça aurait été peut-être beaucoup plus dur. Donc, c'est important d'être bien entouré. Alors, le mentor idéal pour réussir sa transition dans le monde d'après? Moi, j'ai beaucoup échangé personnellement avec mon père, qui était un grand chef d'entreprise. Donc, il m'a pas mal apporté, il m'a donné pas mal de conseils, etc. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif et je pense que la meilleure chose, c'est de continuer à rêver. Et pour ça, en fait, il y a un conseil à donner, c'est on pourrait dire que c'est un conseil un peu intéressé, mais c'est de bien dormir. Parce que quand on est chef d'entreprise, il faut être en bonne santé et en bonne forme. Et bien dormir, donc avoir un bon matelas, c'est important. Au passage. Voilà. C'est clé, parce qu'en fait, on optimise tout dans sa journée, mais on n'optimise pas sa nuit. Il faut dormir sur un matelas long, large, où on dort bien, où on ne se réveille pas. Et moi, j'ai la chance de bien dormir, et c'est une grande chance. Et finalement, quand on dort bien, on entretient ses rêves. Et voilà, donc suivre ses rêves, c'est le meilleur mentor qu'on ait à disposition. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si j'avais été artiste. Quand j'étais à HEC, je faisais beaucoup de théâtre. J'aimais beaucoup le théâtre. J'avais fait une pièce, et mes souvenirs marquants, c'était quand on avait joué une pièce de Friedrich Dürrenmatt, qui s'appelait Diffusiteur, qui était une pièce où je jouais un physicien fou qui, pendant la guerre, avait inventé l'atome et qui, conscient de l'impact négatif que ça pourrait avoir, avait joué le fou. Il s'est fait interner dans un asile. On a joué cette pièce qui se jouait donc sur scène dans un asile de fous devant un parterre de prisonniers à Fleury-Mérogis. Je n'avais pas compris que c'était dans un univers carcéral et que donc, dès qu'il y avait le gardien qui sortait sur scène, il se faisait huer, etc. Et moi, ça m'a donné une énergie incroyable, cette expérience. Et voilà, donc j'aurais été volontiers artiste, et donc, du coup, je ne serais pas devenu ce que je serais devenu. D'accord, mais vous n'avez pas tenté de devenir artiste, ou vous vous êtes dit, tiens, j'ai écrit un bouquin de poésie, je continue à faire de la peinture. J'ai une mère artiste, vous n'avez pas dit, j'ai un père entrepreneur, mais tout à fait, et une mère artiste. Ma mère artiste, elle m'inspire aussi. Alors, le temps est un bien précieux. Quand vous en avez un tout petit peu, que faites-vous? Alors, on sait que vous dormez bien, mais quand vous avez du temps, qu'est-ce que vous en faites? Quand j'ai du temps, je le passe avec mes enfants, avec ma famille. Voilà, je fais du sport avec mes enfants. Quand j'ai du temps et que je suis tout seul, j'aime bien pouvoir, par exemple, faire de la peinture. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ou j'aime bien aller me balader dans la nature, dans la forêt voilà. Et puis, j'aime bien aussi ne rien faire. C'est important. C'est important. Il n'y en a pas beaucoup d'occasions ou de moments où on ne fait rien. Ouais, on contemple. C'est pas mal aussi. Ouais. On respire, tout simplement. Exactement. Que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent, Emery Jacquiat, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment? On peut tous agir avec des toutes petites actions comme avec des plus grandes. Il faut faire des petits pas. Commencer par changer des petites choses. Oui, moi, par exemple, j'ai vendu ma voiture, c'était il y a 1 an. J'avais une voiture électrique, j'ai vendu ma voiture. Et puis, je me balade en vélo et à pied. Je trouve ça très bien. C'est des petites actions comme ça, des petits changements qu'on provoque dans nos vies, qui nous touchent personnellement, qui nous mettent en mouvement, en fait. Et moi, j'aime beaucoup cette théorie des petits pas. Je dis souvent prof de gym. PDG, ça veut dire prof de gym. Et donc, toujours se mettre un peu en situation, on sort un tout petit peu de sa zone de confort en changeant une chose, en renonçant à des choses. Il faut aussi savoir renoncer parfois à des choses. Et c'est en renonçant qu'on finalement on se ressent sur les choses importantes pour soi. Et donc, je suis persuadé que tout le monde a une capacité d'action juste incroyable, et il faut se mettre en mouvement pour ça, pour la découvrir.
Merci beaucoup, Emery Jacquia. Où peut-on prendre des nouvelles de vos actions pour la CAMIF, pour le monde d'après? Vous faites d'ailleurs partie, vous l'avez dit, de la communauté des entreprises à mission. Où peut-on prendre des nouvelles de tout cela? Sur le site de la communauté des entreprises à mission, on peut suivre les actions qui sont en cours. On profite de ce temps de confinement pour faire des apéros toutes les semaines pour regrouper des dirigeants et les faire échanger sur justement en quoi la mission est un critère de résilience, un facteur de résilience pendant la crise, mais aussi pour inventer le monde d'après, qui est plus que jamais vital. Merci beaucoup en tout cas, Emery Jacquia, et bonne route à vous et à vos équipes. Merci à vous. Bon bah super, merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps. C'est bien, c'est parfait, très sympa. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.